Donc c'est un Chengyu. Donc un Chengyu, c'est une expression idiomatique chinoise. Et donc celle que je vais te présenter, c'est Suan Tian Ku La. Et ça veut dire littéralement aigre, sucré, amer, épicé. Donc ce sont les saveurs qu'on retrouve dans la nourriture. Et en fait, c'est un proverbe qui symbolise la vie, tout simplement. Parce que la vie peut être parfois douce et elle peut être parfois amère et elle peut être parfois violente et épicée. Bonjour à tous et bienvenue sur Fille Expat, le premier podcast francophone qui donne la parole aux femmes expatriées aux quatre coins du monde. Je suis Kelly Barichello et à travers chaque épisode, je te partage la conversation que j'ai eue avec une femme inspirante qui a osé sauter le pas de l'expatriation. On va te faire découvrir une nouvelle destination, un mardi sur deux, en échangeant en toute transparence sur le ressenti de chacune avant le départ, mais aussi une fois sur place. On va également tenter de comprendre les différents challenges que chaque pays peut avoir et te donner des réponses aux questions que tu te poses peut-être si toi aussi tu souhaites t'expatrier. Chaque discussion se veut authentique et on l'espère va rassurer les familles qui, eux, sont restées dans leur pays d'origine. Surtout que dans cette saison 5, croyez-moi, c'est dans des pays vraiment atypiques que j'ai décidé de t'emmener. Si vous souhaitez rejoindre les coulisses de Fille Expat, je vous invite à vous abonner au compte Instagram. Le lien se trouve directement dans la description de chaque épisode. Allez, embarquement immédiat, très bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Fille Expat. Bonjour chère invitée, est-ce que tu veux bien te présenter en nous disant ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement? Alors bonjour, je m'appelle Sid, c'est mon surnom, j'ai 32 ans, je suis française et je vis actuellement en Chine. Donc Sid, c'est un surnom, ton vrai prénom Oui, c'est quoi? je peux pas le dire. Ah, c'est vrai? Parce que moi je me disais Sid, c'est intéressant, j'ai jamais vu ça comme prénom. Oui, c'est normal. Mais en vrai, c'est un vrai prénom. Enfin, c'est un vrai prénom. Non, c'est pas un vrai prénom en fait, mais il y a des gens qui s'appellent Sid. Ok, bah écoute, intéressant, on te demandera pas ton vrai prénom. Sid, ça me va très bien. Écoute Sid, si tu le veux bien, je vais te poser 3 questions. Tu devras répondre par vrai ou faux, ça concerne la Chine. Je sais que tu te mets la pression par rapport à ça, mais il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse. Es-tu prête? Bah ok, allons-y. Je gagne quoi si j'ai bon? Le droit de recommencer, c'est tout. Ouais. Peut-être je t'enverrai un verre de vin que tu viens de casser. Ah ok, merci. Alors, question numéro 1. C'est illégal, j'insiste bien sur le mot illégal, de ne pas aller voir ses parents de façon régulière lorsqu'ils ont passé l'âge de 60 ans. C'est très mal vu par la société. Illégal, je pense pas. Enfin, les enfants ont un devoir envers les parents, mais je pense pas que ça soit illégal. Après, je peux peut-être me tromper. Bah écoute, j'ai lu qu'il y avait une loi qui disait que c'était illégal, donc bon, vrai ou faux, je ne sais pas trop, il y a beaucoup d'infos et d'intox sur internet en tout cas. Moi je me dis, mon papa qui vient d'avoir 60 ans, donc en gros ça me fait que je suis une mauvaise fille parce que je suis très mal vue. Bravo. Mais bon, je l'appelle souvent, donc j'espère que ça compte. Mais ouais, j'ai trouvé Mais cette... du coup, dans une loi qu'ils ont sortie, une loi sur le mariage et la famille dans les années 80, effectivement, on remet en place les liens de la famille. Et effectivement, il y a toute la piété filiale culturelle, mais il y a aussi l'obligation d'aller voir ses parents. Après, je ne sais pas si c'est dans la loi, vraiment. Mais ouais, c'est très important en Chine d'aller voir ses parents. Mais je trouve ça bien parce qu'en France, je connais trop de personnes qui abandonnent d'autres personnes dès qu'ils ont passé un certain âge et je trouve ça très triste. Enfin voilà. Deuxième question. Il y a environ 35 millions d'hommes en plus que de femmes en Chine. Alors, je suis pas sûre du chiffre exact, mais vrai. Oui, c'est vrai. Il y a entre 30 et 40 millions, donc j'ai arrondi à 35. Je pense qu'on est plus à 1 million près à ce niveau-là. Et pour donner une comparaison, parce que j'ai trouvé quand même ça fou, c'est qu'en France, on est 35 millions de femmes en tout Voilà. pour 33 millions d'hommes. Donc il y a plus de femmes en France que d'hommes, à 2 millions près. Et j'ai aussi lu que du coup, 1 personne sur 5 dans le monde est chinoise. Voilà. Voilà, donc ça explique pourquoi. C'est vrai que quand je voyage, je dis mais il y a beaucoup de Chinois. Bah maintenant, voilà, je sais pourquoi. Voilà. Ils sont nombreux. C'est vrai que c'est un gros pays. Troisième question. C'est dans la loi de tester des produits cosmétiques sur les animaux lorsqu'ils sont produits en Chine. C'est faux. Ça a été changé il n'y a pas très longtemps. Alors en fait, à la base, oui, tous les produits importés devaient être testés sur les animaux. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, hormis certains produits qui sont considérés comme à risque, c'est-à-dire tout ce qui est
crème solaire par exemple, crème dépilatoire, teinture pour les cheveux. Mais sinon, à part si je me trompe, c'est plus obligatoire de tester tous les produits de beauté sur les animaux. Ouais. Alors, moi, honnêtement, je savais pas dire si c'était vrai ou faux parce que j'ai vraiment lu de tout. J'ai cru comprendre, mais je ne sais pas si c'est la réalité parce que voilà, c'est assez confus. Mais que si c'était produit en Chine et vendu en Chine, il y a de fortes probabilités que ça a été testé sur des animaux. Mais encore une fois, c'est pas non plus obligatoire. Donc en gros, la seule raison pour laquelle je tenais à mettre cette question dans cette série, c'est juste que pour celles et ceux qui achètent du produit made in China, juste regardez que ça n'a pas été testé sur des animaux. Mais en général, ouais, s'ils sont vendus en Europe ou ailleurs, je pense que c'est sûr qu'ils ne seront pas testés. Mais bon, on ne sait jamais, c'est quand même une bonne chose de jeter un Alors, par petit contre, coup non, d'œil. à la base, la loi, non, en fait, les produits justement qui sont créés en Chine ne sont pas obligés d'être testés. C'était juste les produits importés qui étaient testés. Ah ok, parce que Donc, les moi... marques étrangères qui vendent en Chine sont testées. Par exemple, MAC Cosmetics, Ok, qui du coup est produit à l'étranger, mais importés en Chine, sont obligatoirement testés. Mais les marques chinoises, par exemple, qui sont créées et produites sur place, ne sont pas testées, en fait. ok. Du coup, à la base, c'était comme ça, mais maintenant, ça a changé. Les marques sont plus obligées de tester sur les animaux, sauf produits, comme je disais, les produits à risque, donc crème solaire, tout Ok. ça. Bon, bah, c'est bien que ça a évolué dans Voilà. cette direction. Ouais, ça évolue petit à petit, petit à petit. Ils ont aussi pas mal de. Ils développent beaucoup aussi tout ce qui est, comment ça s'appelle, là, les pots, enfin voilà, les tests laboratoires là pour vraiment essayer d'arrêter en fait les tests sur les animaux. Donc il y a quand même une évolution. Super. Voilà. Après, ça prend le temps, évidemment, hein. Mm. Mais c'est vrai que pour un grand marché comme la Chine, il est temps parce qu'ils ont un énorme poids sur la planète et sur la consommation mondiale, ça c'est sûr. C'est clair. Mais il y a quand même une avancée. Ouais. Super, super. Eh ben, écoute, Tant mieux. merci d'avoir pu apporter des précisions là-dessus. Et bien maintenant, on va arrêter de parler de des animaux testés, on va parler de toi. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours, nous dire déjà d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait comme études et qu'est-ce qui t'a amené à t'expatrier? Du coup, je suis originaire du nord de la France. Je suis née dans une petite ville du nord. Et en fait, tout a commencé quand je suis entrée au lycée et que j'ai choisi le chinois comme langue vivante. J'ai commencé le chinois en LV3 quand j'étais au lycée, donc quand j'avais 15 ans. Et je suis un peu tombée amoureuse de cette langue et de la culture. Donc c'est là que tout a commencé. J'étais pas du tout prédestinée à partir m'expatrier, à vivre à l'étranger, à voyager. Mais ouais, c'est quand j'ai commencé à apprendre le chinois que tout a commencé. Et donc j'ai passé le chinois au bac. Et ensuite, j'ai continué à l'université. Donc, j'ai fait une licence de chinois, enfin, une licence d'anglais et chinois. Et j'ai eu l'opportunité, en fait, de partir vivre en Chine, enfin, pour un an, en tout cas, étudier un an en Chine en troisième année de licence. Donc, on m'a donné l'opportunité de partir un an à l'université à Nankin. Et c'est là que mon envie de vivre à l'étranger a commencé, en fait. Ça a été vraiment une expérience assez incroyable. C'est la première fois que je partais à l'étranger, enfin, en tout cas hors Europe ou hors pays frontaliers. Et ouais, enfin, franchement, je considère que ça a été une année charnière parce que ça m'a énormément apporté aussi d'un point de vue personnel en fait. Et je pense que ça m'a donné le goût de partir par la suite. Et donc ensuite, après cette première année en Chine, j'ai décidé de continuer dans la voie du chinois et de la Chine. Et j'ai fait un master en études chinoises, en relations internationales. Et donc voilà, après en fait, si tu veux, après cette année charnière en Chine, toutes les opportunités ont été bonnes en fait pour repartir en Chine. Donc je suis partie un an là-bas, j'ai fait mon stage de master en Chine. Ensuite, voilà, je suis repartie en Chine pour des voyages. Je suis rentrée en France, j'ai eu mon diplôme, j'ai travaillé quelques années en France entre-temps. Et ensuite, donc quand j'avais l'expérience suffisante pour partir légalement travailler en Chine, j'ai décidé de tout quitter et de partir travailler en Chine. Donc ça, c'était en 2016, donc j'ai tout quitté et je suis partie m'installer à Shenzhen, dans le Guangdong, donc dans le sud-est de la Chine, à côté de Hong Kong. Et donc j'y suis restée 3 ans. Donc Voilà. quand tu dis J'ai fait 3 ans. que tu étais légalement capable de pouvoir aller en Chine, c'est-à-dire que tu as fait une démarche de visa, de PVT, comment ça se passe? Alors, il n'y a pas de PVT en Chine, malheureusement. Et du coup, quand tu veux partir en Chine pour travailler, il faut absolument un visa de travail. Ok. Et pour avoir un visa de travail, il faut donc normalement minimum un bac+3
minimum 2 ans d'expérience professionnelle post-diplôme. Ok. Donc, c'est un peu obligatoire en fait, d'avoir de l'expérience pour partir travailler légalement. Et donc, est-ce que tu as pu Mais voilà. démarcher l'entreprise depuis la France? Ouais, alors moi au départ, je suis partie j'avais trouvé un job en fait sur Internet. Comme beaucoup d'étrangers, je suis partie pour enseigner, comme beaucoup de gens. Moi, je travaille déjà dans l'éducation, donc c'est pas totalement éloigné de mon secteur d'activité, mais ouais, je suis partie pour enseigner le français. Évidemment, ça m'a pas plu du tout, donc au bout de quelques mois, j'ai lâché l'affaire et j'ai retrouvé un job dans mon domaine, mais ouais, du coup, j'ai tout démarché avant de partir. Ouais. Juste pour rebondir brièvement pour l'année où tu es partie en échange universitaire, est-ce que tu te souviens un peu Est-ce que tu as eu un culture shock ou des choses qui t'ont marqué, surprise? Ou est-ce que ça a été vraiment naturel puisque tu avais déjà cette admiration, entre guillemets, ou cet intérêt, cette curiosité pour la Chine? Mm. Bah, c'est vrai que c'est un pays que je connaissais déjà parce que j'ai étudié déjà la Chine et le chinois, mais j'y étais jamais allée. Enfin, et donc, entre suivre des cours et même suivre des cours de chinois et voilà, et y aller, il y a un fossé absolument incroyable. Donc, quand je suis arrivée en Chine, je comprenais rien déjà à ce qu'on me disait et c'était vraiment bizarre, quoi. Enfin, je me souviens quand je suis arrivée, j'ai pris l'avion jusqu'à Shanghai et je suis arrivée à Shanghai et je me vois encore avec mes valises au milieu de Shanghai et de cette fourmilière humaine et me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Mais c'est incroyable. Oui, parce que tu viens Je quand comprenais même. rien à ce qui se passait autour de moi, en fait. T'as dit qu'en plus t'as grandi dans un petit village du nord de la France, donc je pense que oui, la différence entre le nord de la France et Shanghai. Ah oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Ah, j'ai pas grandi dans. Ouais, oui, en fait, si, un petit peu, j'ai un peu grandi dans un village, mais, mais ouais, c'est clair. Et je me souviens que tout m'était étranger, en fait. Et je comprenais rien ce qui se passait autour de moi, que ce soit la langue, que ce soit, tu sais, les odeurs, les bruits, tout était complètement inconnu, en fait. Et je me souviens que c'était assez incroyable. Enfin, vraiment, c'est vraiment le choc d'un coup, le choc des cultures. Bim, je suis là. La météo était c'était en plein mois d'août, donc il faisait extrêmement chaud. Il y avait une tempête de sable sur Shanghai à ce moment-là. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, mais non, en fait, il faut que je reparte? Ou est-ce que tu t'es dit, non, ça va aller, je suis là pour découvrir et les choses vont s'arranger? Oui, clairement, enfin, je me suis dit ça 1000 fois dans ma vie. Hein, ouais. Et du coup, je me souviens que ce jour-là, je suis arrivée à Shanghai, c'était vraiment n'importe quoi, mon arrivée. Enfin, voilà. Mais je pense que ça fait partie du jeu aussi. Hein, L'aventure. Et je me souviens que j'étais avec d'autres camarades de classe, qui sont toujours mes amis proches aujourd'hui. Et on est parti pour manger, pour trouver quelque chose à manger le soir. Et on comprenait rien. Enfin, c'est rien de la Chine. Donc on a pris le premier resto qu'on a vu avec des images sur le menu. Et c'était horrible, c'était nul. Et j'ai détesté et je comprenais rien. Et après, on est passé faire un tour dans le quartier. Et je me souviens qu'en fait, on est passé par un marché. Et je me souviens qu'il y avait, c'était un marché, ils vendaient des poissons, tout ça, tu vois, des crevettes, des trucs comme ça. Et je me souviens que j'étais en sandales et il y avait une marque de jus de crevettes par terre et ça me dégoûtait tellement. Et il y avait une cage avec des crapauds et des serpents dedans. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font là? C'est quoi cet endroit? Donc ne surtout pas arriver en tongs quand on arrive en Chine. Ne jamais aller dans un marché en tongs déjà, de toute façon, c'est un conseil que je donne. J'adore. À part si vous aimez barboter dans une jus de crevettes. Mais ouais, je me souviens vraiment, il y avait des serpents et des crapauds dans une cage. Je me disais, mais c'est quoi cet endroit? Et je suis rentrée dans l'hôtel et je me suis assise sur le lit. Je me vois encore là. Je me suis assise sur le lit, je me suis dit, ça va être long. Et pourtant, je me dis que tu avais quand même des connaissances de la Chine, du chinois. Imagine une personne qui arrive qui ne parle pas du tout chinois comme moi, une touriste. Ouais, carrément, ouais. Après, j'avais 20 ans aussi seulement, tu vois. J'étais jamais partie à l'étranger, j'avais que 20 ans. Mais ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que c'est ok d'arriver et d'avoir justement se dire, mais punaise, qu'est-ce que je fais là? Mais ça va pas aller, parce qu'au final... Regarde, des années plus tard, maintenant, t'adores tellement ce pays que tu vas t'y installer. Donc d'un côté, je me dis, tu vois, c'est ok de se dire qu'il y a eu des moments un peu down. Ça arrive tout le temps, même si on est... oui, je pense que ça fait partie du jeu. Hein. C'est ça. Et puis ça nous permet de grandir encore plus vite, quoi. Parce qu'on dit toujours qu'on grandit quand on s'expatrie, mais c'est ça en fait. C'est parce qu'on se met dans des situations un peu inconfortables et on en retire de belles choses. Et donc, avec des crapauds. Avec des crapauds.
chapeau. Et donc, du coup, l'enseignement, ça t'a pas trop plu? Non, pas du tout même. Donc là, qu'est-ce que tu as fait du coup? Je suis partie dès que j'ai pu. Enfin, je suis restée quelques mois dans ce poste et ensuite j'ai trouvé un poste aux relations internationales dans une grande université, la meilleure université du pays d'ailleurs. Donc, moi, je travaille dans l'éducation supérieure, donc je gère tout ce qui est relations internationales, projets internationaux, partenariats, tout ça, admission internationale. Et donc, j'ai trouvé un poste de manager admission internationale et je l'ai eu en fait. Et après, voilà. Dans la même ville encore, donc c'est cool, je suis restée là et voilà, après ça allait carrément mieux en fait. Voilà, on peut pas tout réussir du premier coup, il faut toujours patauger un petit peu. C'est ça, mais après, enfin, du coup, ton permis de travail, il n'était pas lié à ton employeur, ou t'as dû faire un changement d'employeur sur le visa? Ouais, ça c'est vraiment la galère en Chine, c'est vraiment compliqué, tout ce qui est visa, permis de travail, tout ça, il n'y a pas vraiment de possibilité de droit à l'erreur en tout cas. Je te rassure, même au Canada, c'est compliqué partout. Ah ouais, ouais, c'est compliqué partout. Il y a quand même des pays plus compliqués que d'autres. Mais... Je pense, mais dans tous les cas, quand on est attaché avec ce qu'ils appellent des visas fermés, ça devient, parce que c'est ça, en gros, ce que tu avais, ça complique toujours les choses. Mais bon. C'est ça qui me faisait peur, moi. Tu vois, tu as toujours l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Si je quitte mon job, j'ai plus de visa, quoi. Puis tu tombes en Chine aussi, on tombe souvent sur des employeurs pas tellement sympas qui justement jouent de ça. C'était mon cas d'ailleurs dans ce premier job, mais j'ai pas vraiment été surprise parce que je m'y attendais quand j'ai pris ce job. Je savais très bien que ça allait pas j'allais pas faire carrière là-dedans, hein. C'était vraiment juste pour avoir une entrée en fait en Chine. Donc, super. Et donc, pour trouver un logement, ouvrir un système en banque, etc., est-ce que c'est assez facile pour quelqu'un qui vient de l'Europe ou pas? Oui et non, ça dépend de votre patience et de votre faculté à régler des problèmes. Trouver un logement, oui, je dirais que ça va. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Les murs sont très fins. Ah, ok. Trouver un logement, je dirais que oui. Enfin, en tout cas, j'ai jamais eu de problème. Au pire, il y a toujours des agences. Ça se fait assez facilement. C'est pas trop compliqué en fait, contrairement à d'autres pays. Il y a toujours des logements vides en Chine, de toute façon. Ouais, en plus, je lisais, je sais pas si c'est vrai, que tous les 5 jours, ils construisent un building, un skyscraper. Oui, je pense que c'est ça. Enfin, en tout cas, à l'échelle du pays, ça doit être ça. Hein. Mais des fois, tu as un peu l'impression que tu te lèves le matin et il y a un nouveau building devant toi. C'est ça. Ouais. Mais est-ce que tu conseillerais justement de passer par une agence, toi? Je suis jamais passée par une agence. Ah, ok. De ma vie. Parce qu'ils prennent des frais un peu trop abusés. Voilà, donc après, ça dépend des capacités des gens. Si c'est quelqu'un qui parle chinois, je conseillerais direct d'aller voir dans les immeubles carrément et puis de demander à l'accueil. En général, il y a des sortes d'agences qui sont reliées à l'immeuble. Ok. Voilà, ou de contacter les propriétaires directement. Je sais qu'à Shenzhen, il y avait un mec qu'on connaissait, la majorité des étrangers le connaissaient, je pense, et il s'occupait de trouver des logements pour les étrangers. Et il demandait 50 € de frais, quoi. Donc c'est dérisoire. C'est clair. Donc non, après, voilà, on fait ce qui marche. Hein. Ça dépend du budget des gens et de ce qu'ils ont envie de faire. Et quand ils ont envie de se prendre la tête ou pas. Ouais, c'est clair. Mais quand tu arrives comme ça, est-ce que du coup, après, et que tu trouves un logement, est-ce que tu es attaché à un bail comme on pourrait trouver ailleurs, ou est-ce que tu payes au mois? Comment ça se passe? Du coup, en général, tu payes au mois, mais tu as un contrat de logement quand même. Ok. Mais bon, j'imagine que c'est un peu partout pareil. Hein. Tu quittes ton logement, tu préviens que tu quittes ton logement un mois avant. En tout cas, moi, c'est tout ce que j'ai vu. J'ai jamais eu trop de problèmes avec les logements. Je sais qu'il y a beaucoup d'étrangers qui ont des problèmes avec les logements, qui récupèrent pas leur caution. Bon, encore une fois, c'est beaucoup de gens qui essaient de se faire de l'argent sur les étrangers, bien sûr. Ouais. Mais j'ai jamais eu affaire à ce genre de cas. Donc... Il y a toujours des personnes malhonnêtes, peu importe le pays où on se trouve. Ah oui, évidemment. Ouais. Surtout quand tu es dans un pays et que tu parles pas la langue, j'imagine que tu te fais facilement arnaquer. Ouais, donc toi, tu dirais le fait que tu parles chinois, quand même, ça t'a pas mal aidé? Ah oui, carrément. Enfin, ne serait-ce que parler un petit peu, en fait. Parce que je le dis vraiment tout le temps, c'est qu'à partir du moment où on parle un peu chinois, même si c'est pas suffisant pour engager une conversation et pour faire des démarches en Chine,
à partir du moment où on fait l'effort de l'apprendre et de commencer à parler un peu avec les gens, leur attitude est complètement différente en fait. Voilà, direct. Enfin, ça montre en fait qu'on fait un effort pour aller vers eux et pour se débrouiller tout seul et voilà qu'il y a un effort vraiment de la part de la personne. Et je trouve que c'est vraiment hyper important pour s'intégrer. On sera jamais vraiment intégré en Chine, mais voilà, ça fait au moins un effort pour s'adapter et ça montre vraiment aux gens qu'on est là pour essayer en fait. Et je trouve que leur attitude, elle change vraiment beaucoup aussi quand on parle un peu chinois. Ouais. Donc c'est très important. C'est juste que c'est un langage qui est, enfin moi je trouve qui est pas facile à apprendre, même si j'ai jamais vraiment essayé, mais tu vois c'est pas comme Ah oui, c'est sûr. Donc c'est pas la langue que tu apprends en 3 mois. Enfin voilà, on peut voir par exemple un livre pour apprendre l'espagnol en 3 mois. Bon, tu vas pas apprendre le chinois en 3 mois, ça c'est sûr, mais bon. Mais c'est possible, tu ça l'as fait. Après, au pire, on peut toujours apprendre la phrase « Désolée, je ne parle pas chinois, est-ce que vous parlez anglais ?» Et t'apprends par cœur cette phrase. Mais enfin, même, ça sert à rien, personne ne parle anglais, donc ça sert à rien. Ah, bon, ça sert à rien de leur demander. Ouais, donc quelqu'un qui parle pas chinois, pour s'installer, ça risque d'être très compliqué, quoi. Ouais. Il faut vraiment aimer les challenges, c'est sûr. Mais après, il y a toujours de quoi... Enfin, en fait, la Chine, c'est un pays vraiment où tout est possible et où tout est pratique et où tout est fait pour être simple. Enfin, ça dépend quoi. Ouais. Mais vraiment, tout est fait, tout est simplifié, en fait. Donc je dirais que c'est quand même faisable. Et est-ce que la vie est chère par rapport au salaire? Ça dépend. Vraiment, ça dépend des villes. Ouais, c'est tellement grand. À Shanghai, par exemple, c'est extrêmement cher. À Shenzhen, c'est aussi extrêmement cher. Là où je suis, c'est pas cher du tout. Donc vraiment, je dirais que ça dépend. Ça dépend des endroits, en fait. Ok. Voilà. Du coup, il y avait une question aussi que je voulais te poser par rapport à la Chine, parce que comme tu le sais, on voit beaucoup dans les infos, les choses comme ça, qu'il y a pas mal de choses qui sont interdites, telles que Facebook, par exemple. Mais du coup, quand on vient de la France, où quand même on n'est pas habitué à ce genre de choses, comment on fait pour justement s'adapter à ça? Eh ben, on installe un VPN avant de partir. Donc c'est Malheureusement, il n'y a pas vraiment de solution en fait. À part ça, voilà. Mais ouais, effectivement, de toute façon, c'est simple. Enfin, tous les sites et tous les réseaux et tous les apps qu'on utilise en Europe, elles n'existent pas en Chine. Donc, ok. Mais du coup, obligatoire d'avoir un VPN. Donc du coup, ouais, pour les personnes qui connaissent pas un VPN, parce que j'avais posé justement une story pour demander combien de personnes connaissaient et j'ai eu beaucoup de noms. En fait, un VPN, c'est vrai que ça paraît compliqué quand on sort le mot, mais en fait, c'est pas du tout compliqué. C'est juste que elle, en fait, elle fait croire qu'elle est connectée sur un ordinateur qui se trouve dans un autre pays. Donc je sais pas, par exemple, tu prends la France ou les États-Unis, le Canada, peu importe. Bah là, je suis à Los Angeles, par exemple. T'es à Los Angeles. Voilà. Et donc, du coup, là, en fait, elle fait croire à son ordinateur qu'elle est dans un autre pays. Et du coup, ça lui permet de se connecter sur tous les sites internet. J'imagine que t'as aucune restriction réelle parce que du coup, t'es connecté constamment à un VPN. Ouais, donc c'est ça. Donc, moi, par exemple, c'est un truc tout con. J'adore regarder Grey's Anatomy ou Pékin Express pour le programme français. Et du coup, bah, c'est pour ça que je suis obligée aussi d'utiliser des VPN parce que depuis le Canada, je peux pas. Parce que du coup, pour Grey's Anatomy, je me connecte sur des trucs américains. Et Pékin Express, bah, c'est la France, donc du coup du Canada c'est compliqué. Et d'ailleurs je vais faire une petite parenthèse, je mettrai dans la description du podcast, mais j'ai réussi à négocier avec NordVPN un discount pour les auditrices de FiExpat. Wow. Je sais pas si tu connais, mais bref, je mettrai toutes les infos parce que du coup tu as 30 jours gratuits si tu veux tester, puis au final ça coûte que 2 € par mois, un truc comme ça, donc c'est vraiment dérisoire comme tarif. Enfin bref, petite parenthèse fermée. En termes de téléphone portable, etc., est-ce que toi tu as gardé ce que tu avais en France ou est-ce que tu t'es vraiment mis aux normes chinoises? Non, j'ai gardé, enfin, j'étais pas en France avant, mais, mais ouais, du coup, j'ai gardé mon téléphone. Ouais. D'ailleurs, on va refaire un petit retour en arrière, du coup, parce que oui, tu as retrouvé un travail qui t'a beaucoup plus plu, mais tu es quand même repartie, c'est ça? Oui, alors c'est vrai que tout à l'heure, je me suis arrêtée j'étais à Shenzhen pendant 3 ans. Et donc, c'est une expérience qui m'a beaucoup plu et qui a été extrêmement enrichissante. C'était ma vraie expérience d'expatriation. Enfin, expérience d'expatriation, je veux dire, où je travaille à l'étranger. Et ça a été extrêmement enrichissant, en fait, vraiment, que ce soit au niveau perso, au niveau pro, au niveau culturel, linguistique. Voilà. C'était vraiment une super expérience. Mais en 2019, donc 3 ans plus tard, j'ai décidé de quitter la Chine. Il n'y avait pas vraiment de problème ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste que j'avais envie de voir ailleurs et d'aller ailleurs. Et donc, je suis partie m'installer au Royaume-Uni et principalement en Écosse. Voilà. Donc, je suis partie vivre en Écosse donc de septembre 2019 à mars 2022.
Voilà, ouais, donc 2 ans et demi, quoi. Ouais. Alors, tu sais quoi, moi je crois que je vais commencer à donner un nom à ça. Je vais l'appeler le syndrome des 3 ans. Parce que Ouais, non, mais c'est exactement ça, ouais. c'est aussi bien moi que d'autres femmes expats avec qui j'ai parlé. J'ai l'impression qu'au bout des 3 ans, où tu vois, on a vraiment beaucoup évolué sur tous les plans, comme tu l'as dit, pro et perso. Mais au bout de 3 ans, voilà, on recommence à avoir un peu cette routine où on a l'impression qu'il faut qu'il y ait du changement. Et c'est soit on change complètement de job, on fait une reconversion pro, soit on change complètement de pays et de job. Enfin, c'est vraiment, on peut aller dans les extrêmes. Ce que je trouve intéressant pour toi, c'est comment t'es passé de la Chine à te dire, je vais aller m'installer au Royaume-Uni. C'est complètement random, c'est pas du tout prévu. Enfin, j'avais envie d'aller au Royaume-Uni parce que bah, du coup, comme je disais, je travaille dans l'éducation supérieure et donc je suis spécialisée Chine. Et du coup, au Royaume-Uni, c'est un peu plus développé en fait, avec les universités, les institutions, tout ça. Ok. Donc, j'avais l'idée de partir au Royaume-Uni parce que c'est vrai qu'en France, c'est un peu, c'est moins développé. Et j'ai trouvé un job en Écosse, donc lié à la Chine. Ok. Et voilà, c'est déjà la fin de la première partie de ce témoignage. Libre à toi si tu as le temps de pouvoir écouter la suite. Je te l'ai déjà mise en ligne. Si tu n'as pas le temps, je comprends parfaitement. C'est pour ça que je te l'ai coupé à un endroit stratégique. Et on te retrouvera plus tard pour la suite de son témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fille Expat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. À très vite!